Bonjour tout le monde, bienvenue à la dernière émission d'Option Région. Aujourd'hui, à Option Région, on fait le point. On parle entre autres de bonheur régional brut, on parle aussi d'humains qui ne sont pas toujours humains, on parle des animaux en ville et on va compléter le tout par une réflexion sur la possibilité de travailler 1 heure par jour. On parle maintenant des animaux sauvages en ville. On va voir de plus en plus d'animaux sauvages dans les villes. C'est que pendant un certain temps, la ville a gagné, on pourrait dire, sur la forêt, sur la campagne. Elle a pris de plus en plus d'espace. Et là, les animaux reculaient, comme on dit. Mais à un certain moment donné, quand le territoire devient trop petit, bien, soit que les animaux disparaissent parce qu'ils manquent de nourriture, ou soit qu'ils adoptent de nouvelles attitudes. Et c'est ce que beaucoup d'animaux sauvages sont en train de faire. Ils sont en train de s'en venir en ville. Ils sont en train de reconquérir leur ancien territoire parce qu'il y a beaucoup de lunch un peu partout. Aussi, c'est que c'est pas juste une question de territoire. Il faut savoir qu'il y a de moins de chasse maintenant qu'auparavant. Ça veut dire que moins il y a de chasse, bien, plus il y a d'animaux sauvages qui se multiplient. Comme on dit, ça, c'est un peu mathématique, là. Alors que les chasseurs amenaient une certaine régulation, on pourrait dire, du monde animal, bien, aujourd'hui, là, ça ne fonctionne plus, cette histoire-là. Il y a des animaux qui non seulement ne sont pas en voie de disparition, mais qui sont en surpopulation actuellement. Pourquoi est-ce que les animaux viennent en ville? Bien, les animaux ne sont pas plus fous que nous autres, là. Bon, si c'est plus facile de trouver du lunch en ville, dans les poubelles, bien, ils vont faire comme les autres, ils vont y aller comme aussi. Dans certains cas, il y a des animaux qui c'est plus récent. Entre autres, on a vu là, qu'à Montréal, il commence à avoir des coyotes de plus en plus. Mais il y a d'autres villes, comme à Londres, dans lesquelles ça fait pas mal plus longtemps qu'il y a des animaux sauvages. On dit qu'à Londres, il y aurait plus de 10 000 renards qui se promènent un peu partout. À Los Angeles, ce qu'on voit de plus en plus, c'est ce qu'on appelle des lions de montagne, ou nous autres, on appelle ça des cougars, mais il y en a de plus en plus qui se rapprochent des villes et qui font peur à certaines gens, puis c'est normal aussi, là. Dans les petites Antilles, entre autres dans une municipalité qui s'appelle Saint-Christophe, ce qu'on voit, c'est des singes du nom de vervet. Et une de leurs caractéristiques, c'est qu'eux autres, ils aiment ça prendre un coup. Ils se promènent autour des terrasses, ils prennent le verre des gens, puis ils boivent le verre parce qu'ils aiment ça, cette sensation d'ivresse, que ça commence à être dérangeant pour un paquet de monde. Il y a aussi des sangliers. Au centre-ville de Bordeaux, on a vu récemment des sangliers qui sont des animaux qui sont très dangereux, puis qui sont aussi des animaux nuisibles. Ils peuvent détruire à peu près n'importe quoi. C'est vraiment une peste, comme on dit. Et on dit que pour la seule année 2015, en France, ils auraient fait pour plus de 50 millions de dommages de toutes sortes. Et on dit qu'il y aurait plus de 2 millions de sangliers en France qui de plus en plus se rapprochent des villes. Ailleurs dans le monde, comme entre autres aux Indes, à Bombay plus particulièrement, c'est que c'est des léopards qu'on voit qui commencent à entrer dans les villes. On dit que l'industrialisation a brisé, fait disparaître à peu près 85 % de l'habitat des léopards qui, autrefois, mangeaient dans la forêt. Ils mangeaient toutes sortes de choses, là. Ils mangeaient des cerfs, des sangliers, toutes sortes de rongeurs, entre autres, là. Ils amenaient un certain équilibre. Mais là, maintenant, comme ils n'ont plus cette nourriture-là, ils s'en viennent en ville. Et qu'est-ce qu'ils mangent? Bien, ils mangent des chiens errants. Ils mangent des chats, des poulets, des chèvres, toutes sortes d'animaux domestiques là, qui sont pour eux la nouvelle nourriture des années 2000. Il y a aussi les pingouins qui commencent à faire leur apparition, entre autres au Cap, là, en Afrique du Sud. C'est qu'il y a de plus en plus de pingouins qui se rapprochent des centres-villes. Il y en a qui vont dire « Ah, les pingouins, c'est cute, ça, c'est le fun, ça, les enfants vont être contents d'avoir des pingouins. » Bon. Oui, c'est cute, les pingouins, mais il paraît que ça sent très méchant, un pingouin, puis que ça n'a pas juste des qualités. Ça fait que là, il ne faut pas penser là, que c'est tous des petits bambis, là, tout ça, là. Il y a des animaux sauvages qui, normalement, ils sont supposés être dans un habitat sauvage, puis mettez-les dans un habitat urbain, ça ne fera peut-être pas un bon mix. Il y a également des loups qu'on voit dans les villes. Il y a aussi des chevreuils, des ours noirs et même des ours blancs dans certaines communautés plus nordiques qui sont assez dangereux parce que, dans le fond, ils cherchent de la nourriture, ils se rapprochent des gens. Ces animaux-là, on ne peut pas les contrôler comme on veut. Ce sont des animaux sauvages. On voit aussi, il y a des moufettes, il y a des outards, des bernaches du Canada. Il y a aussi des ratons laveurs. Et ça, les ratons laveurs, probablement parmi les premiers animaux sauvages qui sont venus en ville, qui ont senti les poubelles, comme on dit. Et je me rappelle que quand j'étais étudiant à l'Université Laval, au milieu des années 70, il y avait déjà pas mal de ratons laveurs qui se promenaient autour de l'Université Laval. Puis sur ma rue, la rue Méran, là, il y avait beaucoup de ratons laveurs. Et aujourd'hui, on dit qu'à Montréal, les ratons laveurs sont rendus une peste épouvantable. Ils sont en surpopulation de façon assez effrayante.
Et là, c'est pas fini. Pourquoi c'est pas fini? Bien, je vous disais tantôt qu'il y a une pression pour que les animaux s'en viennent en ville parce qu'on a détruit leur territoire. Il y a des chasseurs, il y a de moins en moins de chasseurs qui font la régulation. Il y a aussi le fait qu'en ville, il y a des poubelles, mais il y a des gens qui se considèrent comme étant des amis des animaux, qui mettent de la nourriture un peu partout pour les petits minous ou pour d'autres animaux. Et dans le fond, ces gens-là, ils attirent de plus en plus d'animaux parce que le manger de chat, ça peut intéresser pas juste les chats, ça peut intéresser n'importe quel animal sauvage. C'est-à-dire qu'il y a des gens chez les humains qui contribuent à ce qu'on augmente les problèmes avec les animaux sauvages en ville. Il va falloir à un moment donné que ces gens-là se responsabilisent parce que là, c'est fin, là, mais quand à un moment donné, ils vont arriver avec des problèmes, peut-être qu'ils vont trouver ça moins fin. Moi, j'ai toujours aimé les animaux, je vais continuer de les aimer, pas de problème avec ça. Il va falloir qu'on trouve un équilibre entre les animaux menacés et les animaux menaçants. Bon, ça ne sera probablement pas facile, mais je suis persuadé qu'on va finir par y arriver. Moi, je suis un idéaliste, puis je suis un positiviste, comme on dit. Je suis persuadé qu'on va y arriver, mais il va falloir qu'on prenne des solutions pour éviter que ça devienne un problème plus qu'une solution. On pourrait dire que si aujourd'hui, il y a des animaux qui sont menacés de disparaître, il y a des animaux, comme je le disais, qui sont en surpopulation et que là, ça commence à poser des problèmes assez sérieux. Pour vous donner un exemple, bon, moi j'ai un lot à bois avec des arbres dessus et je me suis aperçu, il n'y a pas tellement longtemps, qu'il y avait une famille de castors qui se sont fait un barrage sur le fossé. Dans le fossé, là, normalement, le fossé, ce n'est pas l'habitat naturel du castor, là, ça devrait être plus en forêt. Mais là, quand c'est rendu que les castors éclusent les fossés, c'est parce qu'ils sont vraiment en surpopulation. Puis que là, à ce moment-là, ils utilisent à peu près n'importe quoi pour pouvoir se faire un réservoir puis passer l'hiver. Bon, on pourrait dire que ce n'est pas grave, ils ont le droit, mais le problème que ça cause, c'est qu'à partir du moment où on écluse le fossé, on fait monter le niveau de l'eau, et là, l'eau embarque par-dessus le terrain, embarque par-dessus les arbres, et là, on risque de faire mourir des dizaines de milliers d'arbres. Parce qu'il n'y a pas juste mon lot qui était touché par ça, mais les voisins, la même chose. Et finalement, on s'est aperçu là, que l'eau embarquait par-dessus les plantations qu'on avait faites et que ça menaçait de faire perdre là, tous ces arbres-là. Et qu'est-ce qui serait passé? C'est que non seulement on perd les arbres, mais en mourant, ils libèrent tous les gaz à effet de serre qui avaient accumulé par le biais de leur croissance. Et à ce moment-là, c'est que tout ça, ça a servi à rien. Je vous raconte ça, entre autres, pour vous montrer que, dans le fond, la nature n'est pas toujours écologique. Bon, puis chacun des animaux, il fait comme nous autres, il essaye de survivre là-dedans, mais c'est pas nécessairement très écologique de laisser faire les animaux faire n'importe quoi, n'importe quand, de n'importe quelle façon. On pourrait dire que si les humains ont eu des effets destructeurs dans certains cas, puis ça, c'est démontré, là, puis j'ai pas de problème avec ça, puis il faut s'arranger pour éviter ça, éviter qu'on détruise encore plus les habitats, puis qu'on protège les animaux qui sont menacés, mais il faut être conscient que l'intervention de l'homme peut avoir aussi des effets positifs, salvatrices, pour trouver un équilibre entre les animaux et les humains. Je pense que c'est vers ça qu'il faut se diriger. Une chose qui me questionne, c'est que là où on trouve les gens les plus écologistes, les gens les plus farouchement écolos, entre guillemets, c'est souvent dans les grandes villes. Dans les grandes villes de ciment, dans les grandes villes d'asphalte. Puis on dirait que plus quelqu'un reste dans un habitat 100% artificiel, plus il voudrait que le reste du pays, le reste du Québec soit 100% naturel. Il y a comme quelque chose qui ne marche pas. Là. Il y a quelque chose à quelque part là, qu'il va falloir trouver là aussi un équilibre. Là. On ne peut pas penser que parce que tu restes dans un milieu 100% artificiel, que tu as le droit d'exiger que le reste de la province soit 100% naturel. Là. Ça ne marche pas, ça. Là. C'est sûr aussi que je comprends les gens qui veulent recréer en ville une certaine campagne. On voit qu'il y a de plus en plus de gens là, qui font des jardins. Ça a bien du bon sens, là, mais dans le fond, c'est qu'on ne pourra pas recréer complètement la campagne en ville en pensant qu'on n'aura pas de problème avec les animaux de toutes sortes qui vont vouloir aussi ce lunch-là qu'on produit de plus en plus. Là. Je pense que oui, il faut humaniser les villes, oui, il faut protéger les animaux, mais on ne peut pas penser qu'on va être capable de mixer la campagne avec la ville. En tout cas, ça m'apparaît assez difficile, du moins, en tout cas, avec l'urbanisme qu'on a actuellement. Peut-être que si on refaisait l'urbanisme, peut-être qu'à ce moment-là, on pourrait revenir à un sujet dont je vous ai déjà parlé, les cités-jardins, dans lesquelles on était capable de mixer tout ça. Mais là, à l'heure actuelle, là, je pense qu'on peut améliorer, mais on ne recréera pas la campagne à la ville. Et là aussi, je suis optimiste, même si on va faire des essais-erreurs, on va finir par y arriver. On parle maintenant des humains sans humanité, et j'ai mis une espèce de sous-titre là, qui dit que c'est bien de protéger les animaux,
Mais ce serait encore mieux aussi de protéger les humains, parce que les humains ont besoin de protection également. De plus en plus d'études tentent à démontrer que les animaux sont intelligents, qu'ils ont des sensations, puis qu'il faut mieux les traiter. Puis ça, j'ai toujours été d'accord avec ça. Puis les gens qui ont des animaux depuis longtemps savent ça également depuis longtemps. Puis je pense qu'il faut être très heureux qu'il y ait des gens qui dénoncent la cruauté envers les animaux, parce qu'il y en a encore beaucoup trop. Mais il y a une cruauté qui m'affecte plus particulièrement, c'est celle envers ce qu'on pourrait appeler les animaux intelligents que nous sommes, les humains. C'est que là, oui, on est encore des animaux assez souvent, puis je pense qu'il y en a beaucoup qui le démontrent régulièrement, mais on est supposé d'avoir une capacité d'intelligence, une capacité d'humanité qui devrait faire qu'on devrait éviter des désastres comme il en existe encore aujourd'hui. Quand je vois qu'il y a des millions de personnes qui sont mortes dans des guerres, dans des conflits armés de toutes sortes là, depuis les années 90, qui étaient supposées être des années de paix, bien, il y a quelque chose qui ne marche pas. Ce n'est pas normal qu'il y ait des millions de personnes qui meurent dans des conflits ou même qui sont torturées, des gens aussi qui perdent tous leurs biens, que leurs biens sont détruits. Quand on voit des reportages, qu'on voit des centres-villes détruits complètement, les hôpitaux, les écoles, etc., quand on voit qu'il y a des gens qui se servent de la guerre comme médicament, ou en tout cas alors que c'est le poison vif le plus grand qui peut exister, il va falloir à un moment donné qu'on mette le pied à terre pour qu'on puisse dire « ça suffit, là. On ne pourra pas continuer d'accepter qu'on tue, on martyrise des humains, qu'on se serve de la guerre comme moyen politique de rester au pouvoir. » Il va falloir à un moment donné qu'on donne collectivement un message clair à tous ces dictateurs à l'effet que si vous utilisez la guerre, si vous déclenchez la guerre, vous allez être traîné dans une cour internationale pour crimes contre l'humanité, puis on va vous mettre, comme on dit, on va vous mettre à la fraîche pour un bout de temps. Pourquoi est-ce qu'on doit interdire les guerres? Bien, c'est non seulement parce que c'est inhumain, mais aussi parce que ça consomme des quantités faramineuses de ressources. On dit que dans les dernières années, la guerre, les dépenses militaires, l'armement, ça coûte au niveau mondial par année 1 500 milliards de dollars par année. 1 500 milliards de dollars par année. Ça, c'est beaucoup d'argent. C'est entre autres 4,3 milliards de dollars par jour et c'est 75 000 dollars par seconde. Ça, c'est beaucoup d'argent qu'on pourrait utiliser à d'autres sources. Souvent, on dit « Ah, on n'a pas d'argent pour ça, on ne peut pas rien faire, on ne peut pas sauver tout le monde, on fait ce qu'on peut. » Bien là, il va falloir à un moment donné que, comme humanité, qu'on puisse se dire que la guerre, c'est terminé et qu'on commence progressivement à transformer les industries militaires, qu'on les reconvertisse dans des utilisations plus civiles, plus nécessaires, plus importantes, qu'on mette cet argent-là soit dans la santé, l'éducation ou dans l'environnement. C'est là que sont les ressources. Là. Présentement, c'est que le gros de notre argent va dans la destruction plutôt que l'amélioration. Ça ne peut pas marcher, ça. Puis on le sait pourquoi ça marche, parce que c'est très payant. Il y a des gens qui s'enrichissent là-dedans. Il y a des gens qui ont bâti des fortunes. L'industrie de l'armement, c'est celle qui est la plus payante. En plus, le client, il n'y a pas de problème, c'est les gouvernements, ça fait qu'ils ont toujours de l'argent. Puis, ils ne regardent pas la facture parce que là, ça, c'est secret, les dépenses militaires. Ça fait que là, n'importe quoi peut être acheté sans que ça ait du bon sens. Ben non, moi, je pense qu'il faut qu'on arrête ça. On passe maintenant à un autre sujet et il s'intitule « L'avenir n'est pas économique, il est social ». Dans le Journal des affaires du 13 février 2019, j'ai trouvé un résumé d'une enquête sur le bonheur dans le futur. Et ça m'a rappelé du temps où j'étais chargé de cours à l'Université du Québec à Chicoutimi en 1985. Et j'avais fait un travail avec mes étudiants pour essayer d'évaluer le taux de bonheur régional brut. Dans le fond, l'idée, c'était de savoir dans quelle région il fait le mieux vivre, dans quelle région est-ce que, dans le fond, le taux de bonheur est le plus élevé. J'avais réussi à inventorier une vingtaine de critères différents au niveau socio-économique, au niveau de la santé, au niveau de plusieurs domaines, là, pour être capable d'avoir un portrait quand même assez intéressant. Et la région qui était la région où le taux de bonheur était le plus élevé, c'était la Gaspésie. La Gaspésie, même s'il y avait des problèmes économiques importants en Gaspésie, pourquoi est-ce que c'était la Gaspésie qui avait le meilleur bonheur régional brut? Bien, c'est entre autres parce qu'en Gaspésie, c'est là où était le taux de criminalité le plus bas, c'est là où le taux d'ensoleillement était le plus élevé, c'est là aussi où la qualité de l'air était la meilleure, puis d'autres critères de ce genre-là. Tout ça pour dire qu'il n'y a pas juste l'argent qui est important dans la vie, il y a d'autres affaires pas mal plus importantes.
Si je prends juste l'exemple du taux de criminalité, de pouvoir se promener dans une ville sans avoir aucune crainte, de pouvoir partir, aller faire ses commissions sans être obligé de barrer à double tour, bien ça vaut quelque chose au niveau de la qualité de vie. Et je suis bien heureux de voir qu'aujourd'hui, on continue de dire dans certains articles, entre autres dans le Journal des Affaires, que le bonheur, ce n'est pas une question d'argent, c'est plus social. Ce qu'on dit dans l'article du Journal des Affaires, c'est que dans le fond, ce n'est pas en accent sur la croissance économique qu'on va augmenter l'indice de bonheur des Canadiens et des Canadiennes. C'est plutôt en mettant de l'avant des mesures qui sont en lien avec la liberté, avec également l'équité, avec aussi le soutien social qu'on va y arriver. Le problème avec l'argent puis avec toute l'idée de la croissance économique, c'est que dans le fond, c'est qu'on forme une société de plus en plus égoïste parce qu'on sait que l'argent, là, malheureusement, c'est pas toujours un facteur de réunion, c'est souvent un facteur de division. Fait que c'est pas là-dessus qu'il faut miser. Puis aussi, c'est de reconnaître que les humains, on est des animaux sociaux qui ont besoin de contact, qui ont besoin de partage. Et ça, c'est essentiel pour qu'on se sente bien. C'est pour ça que l'article conclut que, compte tenu qu'on est des êtres sociaux, qu'il faut impérativement agir sur le fait qu'on ait davantage de relations sociales et que ce n'est pas par l'égoïsme qu'on va réussir à améliorer notre sort. L'auteur conclut son article avec une citation d'un de nos philosophes français qui s'appelle Bryce Parrain, qui disait que « le bonheur rend généreux ». Je suis bien d'accord. En parlant de citations, dans les volumes que je me suis procurés dans les derniers temps, il y a un volume que j'ai bien aimé et c'est une espèce de dictionnaire de citations qui a été fait par M. Jean-Pierre Boyer. Il y a 12 293 citations, des citations sur toutes sortes de choses. Puis moi, j'ai toujours aimé beaucoup les citations. Quand j'étais professeur, j'en donnais plusieurs à mes étudiants parce qu'il y a souvent en résumé toute une pensée là-dedans. Puis j'aime ça, les phrases chocs, là, ça fait que c'est bien intéressant. Puis, ce volume de M. Boyer a été publié aux éditions Éco-Société en 2018. C'est quand même assez frais, comme on dit. Et M. Boyer ne s'est pas contenté de publier un volume sur les citations. Il a déjà publié d'autres volumes, entre autres sur les droits de l'homme et sur le sens commun. M. Boyer a travaillé plus de 10 ans pour ramasser les 12 293 citations, puis même qu'il y en a beaucoup qui a éliminé, il y en avait plus que ça. Il a choisi peut-être parmi 20 000 citations, celles qu'il trouvait les plus intéressantes, et ça a produit cette brique-là. C'est ce qu'on pourrait appeler le travail de toute une vie. M. Boyer, qu'on peut voir à l'écran, bien, M. Boyer, c'est un professeur associé à l'École des médias de l'UQAM qui a travaillé très fort pour produire ça. Puis parmi ces citations-là, il y en a une qui était sur le dessus de la page couverture que j'aime bien. C'est une citation de Coluche, qui était un humoriste français qui est décédé maintenant, mais qui avait beaucoup d'esprit, qui disait « Ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison ». Parmi les autres citations que j'ai bien aimées, il y en a une, entre autres, de Georges Bernard Shaw, qui est un dramaturge anglais, pacifiste, puis aussi un peu provocateur, qui disait qu'une banque vous prête un parapluie quand il fait beau et vous le reprend lorsqu'il pleut. Il y a aussi Pierre Bourgault, à qui on demandait « C'est quoi un Québécois? C'est quoi un véritable Québécois? » Puis Pierre Bourgault, ce qu'il disait, c'était qu'un Québécois, c'est quelqu'un qui veut l'être. C'est quelqu'un qui assume le passé, le présent et l'avenir du Québec, tout simplement. Et un autre, d'un auteur inconnu, qui disait qu'un politicien sera toujours là quand il aura besoin de vous. Et on termine avec une dernière d'un avocat américain qui s'appelle Clarence Darrow, qui disait « Quand j'étais jeune, on me disait que n'importe qui pouvait devenir président. Eh bien, maintenant, j'en suis persuadé. » Et des citations de ce genre-là, il y en a 12 000 et plus, comme on dit. C'est un livre qui pourrait faire un très beau cadeau. Si vous voulez vous faire un cadeau personnel, ça peut être un très beau cadeau. Ou si vous voulez offrir ça à un de vos amis, vos parents, superbe de volume fait par un Québécois qui recense 12 293 citations d'un peu partout dans le monde. Une contribution importante à l'histoire de l'humanité. On parle maintenant de travailler moins pour être plus heureux. De plus en plus, il y a des gens qui disent que quand on travaille trop, ben, on ne réussit pas à être nécessairement heureux, là, que dans le fond, le travail, c'est bien, mais ça prend du repos aussi pour être capable de créer, pour être capable d'être bien dans sa peau. Puis ça m'a rappelé que quand j'étais plus jeune, ça fait quand même un certain temps,
Dans les années 70, j'avais lu un livre qui s'intitulait « Le droit à la paresse ». Le droit à la paresse, ça avait été écrit en 1880 par le gendre de Karl Marx, qui lui s'appelait Paul Lafargue. Et Paul Lafargue, non seulement c'était le gendre de Karl Marx, c'était aussi un économiste, un journaliste, un homme politique, qui lui disait que le droit au travail, c'est bien beau, mais il faudrait qu'on ait le droit à la paresse aussi, parce que ça faisait partie des éléments essentiels de tout être humain. J'avais trouvé ça bien intéressant que ce soit écrit en 1880, puis il y a eu toutes sortes de rééditions depuis ce temps-là, puis ça existe encore aujourd'hui. Et par la suite, quelques années plus tard, j'avais lu un autre livre qui allait un peu dans le même sens, qui avait été écrit par un collectif d'économistes, de sociologues, etc., un collectif dont le nom était ADRAI, et ça devait être une association de quelque chose, là, mais je ne me rappelle plus c'était quoi la définition. Mais le titre du volume, c'était « Travailler 2 heures par jour ». On expliquait là-dedans qu'il y aurait moyen de réussir collectivement à ce qu'on puisse avoir un niveau de vie intéressant, qu'on puisse pouvoir se reposer davantage et que finalement, on pourrait travailler uniquement 2 heures par jour et ça pourrait faire fonctionner la société. Tout récemment, j'ai trouvé une nouvelle étude qui a été faite par un collectif en 2019, ça vient tout juste de sortir, un collectif qui s'appelle Busy. Et eux autres, ils ont mis à jour l'étude qui avait été faite en 1977 qui s'intitulait « Travailler 2 heures par jour » et eux autres, ils ont dit qu'on pouvait travailler 1 heure par jour. Ils ont publié un petit volume d'à peu près 60 pages que vous pouvez voir à l'écran, dans lesquels ils ont repris toutes les données qui avaient été prises en 1977. Ils ont essayé de voir si c'était possible de recréer la même chose aujourd'hui. Et la conclusion à laquelle ils sont venus, c'était que ce serait possible, théoriquement du moins, de travailler 1 heure par jour et de pouvoir avoir une société qui fonctionne. C'est sûr que ça demanderait des changements en profondeur dans certains domaines. Bon, entre autres, il faudrait arrêter le gaspillage, avoir des produits plus durables parce que, à force de jeter après usage, là, on n'en viendra pas à bout. Il faudrait également aussi qu'il y ait un plus grand partage des revenus, bien entendu. Il faudrait qu'on aurait une plus grande productivité aussi, puis il faudrait que tout le monde travaille au moins un peu pour faire en sorte qu'on puisse trouver cette espèce d'équilibre-là. Est-ce que c'est possible? Je ne le sais pas si c'est possible, mais je trouve ça intéressant. Tu sais, je trouve ça, il me semble qu'on a besoin d'idéalisme dans notre société. Il me semble qu'on a besoin d'un projet là, que tout le monde pourrait bénéficier. Tu sais, c'est que là, on est dans une espèce de course à l'argent qui nous mène nulle part. Je pense qu'on a besoin de revenir à un projet commun qui va bénéficier à tout le monde. Et ça, cette idée-là, on devrait la fouiller davantage. Bon, je le sais que ça va être beaucoup plus compliqué dans la réalité que dans la théorie, mais il me semble que ça vaut la peine. Est-ce qu'on pourrait relever le niveau de débat qu'on a dans notre société? Est-ce qu'on peut mettre, là, au lieu de nos chicanes sur toutes sortes d'affaires, est-ce qu'on ne pourrait pas se trouver un objectif commun qui serait de faire en sorte qu'on puisse bénéficier de davantage de temps de repos, de davantage de vacances, et faire en sorte que, dans le fond, on puisse profiter de la vie? Moi, depuis quelques années, je suis à la retraite. Avant, j'étais ce qu'on pourrait dire un work alcoolique qui ne pouvait pas s'empêcher de travailler. Et là, maintenant, je suis en train de devenir un vacances alcoolique. Ça veut dire que là, je profite de la vie de plus en plus. Puis je m'aperçois que quand on travaille moins, on a l'esprit plus libre, plus créateur, et que, somme toute, là, il y a quelque chose à faire avec ça, qu'on doit trouver un mix entre le travail et le repos, les vacances. Et il me semble que ça sera un beau projet de société pour l'avenir. Une société qui serait plus juste, plus équitable, plus durable et plus démocratique. Il me semble qu'on devrait travailler là-dessus. Et c'est sur ce souhait de travailler moins dans l'avenir et de profiter plus de la vie que je termine la dernière émission de la dernière série d'Options Région, du moins en tout cas pour un bout de temps. Je vais prendre une pause parce que, comme on dit, j'ai travaillé fort dans les derniers mois, les dernières années. Et depuis 3 ans, j'ai produit tout d'abord sous forme audio une vingtaine d'émissions avec mon technicien Cédric Cadorette-Martel, que j'en profite pour remercier. Par la suite, avec la télévision du Haut-du-Lac, j'ai produit une 50aine d'émissions. Puis je pense que après 50 émissions, j'ai pas mal dit ce que j'avais à dire. Puis je vais prendre une pause pour essayer de faire revenir un petit peu les idées. Peut-être que je reviendrai un jour, je ne le sais pas. On ne sait pas ce que la vie nous réserve. Mais une chose est certaine, c'est que je veux continuer
à contribuer à ce qu'on ait un nouveau modèle de développement pour le Québec qui va être basé sur l'autonomie locale et régionale. Également, je vais continuer de contribuer à ce qu'on puisse se doter de ce que j'appelle un projet de génération progressiste qui puisse être intergénérationnel, puis qui puisse être basé sur une société plus écologique, plus démocratique, plus juste. Je pense que c'est vers là qu'il faut aller. Et en terminant, je voudrais remercier tous ceux et celles qui m'ont aidé pour cette émission-là, entre autres tous les gens que j'ai interviewés, puis ils sont plusieurs dizaines. Là. Ce que je me suis aperçu, c'est qu'il y a encore des gens généreux de leur temps, des gens qui n'ont pas peur de consacrer du temps pour une bonne cause. Bien, merci à tous ceux qui ont accepté de faire des entrevues avec moi. Je remercie aussi tout spécialement l'équipe de la télévision du Haut-du-Lac de la MRC de Montréal-Chapdelaine. Je remercie son conseil d'administration qui m'a fait confiance. Je remercie aussi les employés qui ont été très professionnels dans le cadre de mon émission. Et j'ai nommé, entre autres, Marie-Ève Roy, Jean-François Bourbeau, François Coulombe, et la directrice générale, Andréane Bouchard, qui m'ont épaulé. Et j'ai été très satisfait du travail qu'ils ont fait. Je les remercie du fond du cœur. J'ai grandement apprécié le travail et le dévouement des gens qui m'ont accompagné. Je veux également remercier toutes les autres télévisions locales, communautaires au Québec qui ont diffusé l'émission. Il y a une quinzaine de télévisions locales ou communautaires qui ont accepté de diffuser cette émission-là. Merci beaucoup à vous d'avoir diffusé les émissions d'Option Région. Et en terminant, je voudrais remercier le public qui a suivi mes émissions, qui m'a fait régulièrement des commentaires, puis je vous dirais très souvent des commentaires positifs. Merci, ça a été un peu mon oxygène. On ne sait pas toujours si ce qu'on fait, c'est bon ou pas bon. Quand on reçoit des petits compliments, ça fait du bien, comme on dit. Bien, merci à tous ceux qui nous ont fait des compliments. Merci à ceux qui nous ont écoutés. Et qui sait, peut-être à la prochaine. Et c'est ainsi que se termine la dernière émission d'Option Région.